Le 21 janvier 1793, le roi de France Louis XVI est guillotiné. Dès lors, la plupart des monarchies européennes s'unissent contre la France. La Convention subit ses premiers échecs contre l'Europe coalisée, si bien qu'elle décide, le 24 février 1793, pour faire face à la baisse importante d'effectifs dans l'armée révolutionnaire française, la levée de 300 000 hommes en âge de se battre parmi la population. Cette levée d'hommes tirés au sort va être l'étincelle à un soulèvement populaire qui gagne de très nombreuses régions françaises. Déjà en 1790, la population rurale, très pieuse, avait très mal accueilli l'instauration de la constitution civile du clergé adoptée par l'Assemblée nationale constituante. Désormais, c'en est trop. En Vendée, une révolte populaire couve. De simples paysans déterminés demandent à des nobles vendéens de se mettre à la tête de leur insurrection. Hésitant au début, le sens du devoir de ces nobles sera finalement plus fort que tout. Une guerre s'engage entre d'un côté l'armée catholique et royale et de l'autre les républicains. Je vous laisse maintenant en compagnie d'Armand Bérard qui va vous faire revivre la vie héroïque des plus grands généraux vendéens. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. Charles Melchior Artus de Bonchamp est issu d'une famille angevine. Il est né au château du Crucifix sur la commune de Juvardeil, donc on est dans le Maine-et-Loire, et il est né le 10 mai 1760. Bonchamp, c'était par rapport aux autres chefs vendéens, c'est un des rares qui a eu une carrière militaire dans l'Ancien Régime avec un grade assez conséquent, il était capitaine. Et il a servi notamment aux Indes pendant la guerre d'Amérique, puisqu'il y avait différents fronts dans la guerre d'Amérique. Sur toutes les mers, notamment avec le bailli de Suffren dans l'océan Indien. Il y avait des combats donc, contre les Anglais et Bonchamp y avait participé et a également participé à une campagne sur terre où ça avait permis de récupérer des comptoirs aux Indes. Et Bonchamp donc, avait servi à ce moment-là. Et au moment de la Révolution, donc, il a 29 ans. Et il refuse de prêter serment au nouveau pouvoir, à la Révolution. Et donc il décide de démissionner. Alors, comme tous les nobles de la région, les paysans viennent le chercher suite au refus de la conscription. Alors lui, il vit au château de la Baronnière. On est sur la commune de la Chapelle-Saint-Florent, c'est près de Saint-Florent-Veille, pas très loin. Donc on est quasiment sur la Loire. Et donc les paysans viennent le chercher pour qu'il se mette à leur tête, puisqu'il a cette connaissance de l'art militaire. Il est aussi sceptique au départ, il a une jeune femme, sa jeune épouse s'appelle Marguerite de Sepot. Ils ont deux enfants, deux jeunes enfants en bas âge, Zoé de Bonchamp et Hermenée de Bonchamp, donc un garçon et une fille. Et Bonchamp donc, au début est sceptique et finalement répond favorablement à l'appel des paysans venus le chercher. Et il se met à leur tête et il rejoint l'armée catholique et royale à Cholet. Donc à ce moment-là, Catilino vient de prendre la ville et il se met sous les ordres finalement de Catilino, alors que Catilino n'avait aucune expérience militaire, contrairement à Bonchamp. Mais Bonchamp, justement, par ses capacités militaires, va être beaucoup écouté par les autres chefs, et c'était peut-être l'un des meilleurs stratèges des guerres de Vendée. Parmi les combats auxquels Bonchamp a participé, il y a notamment la prise de Thouars qui était une ville importante, c'était le 5 mai 1793 et Bonchamp était l'un des principaux artisans de la prise de la ville puisqu'il a contourné en fait, les positions républicaines et donc il a grandement contribué à cette victoire. Il a participé bien sûr aux autres combats de l'armée catholique et royale. À ce moment-là, il n'y avait pas un chef supérieur aux autres, même s'il y avait donc Catilino qui avait une certaine aura et donc Bonchamp qui avait cette capacité militaire que n'avaient pas forcément les autres. Mais à ce moment-là, tout le monde est à égalité, à ce moment-là, jusqu'au mois de juin. Et Bonchamp a suivi donc, le reste de l'armée catholique et royale. Il a participé à tous les combats, notamment à la prise de Fontenay-le-Comte le 25 mai 1793. À l'époque, ça s'appelait Fontenay-le-Peuple, c'était la préfecture de la Vendée. La Roche-sur-Yon n'avait pas encore été élevée comme préfecture. Et Bonchamp se fait connaître déjà à ce moment-là, à la suite de la prise de Fontenay,
pour sa grande mansuétude et sa clémence, puisqu'il gracie 4000 prisonniers républicains lors de la prise de la ville. 4000 prisonniers républicains donc, qui vont avoir la vie sauve. Et c'était la particularité des Vendéens, c'est qu'ils faisaient systématiquement grâce à leurs prisonniers. La seule condition, c'était de promettre de ne plus porter les armes contre l'armée catholique royale. Et les Vendéens aussi avaient pour coutume de couper les cheveux des républicains, de manière à les reconnaître beaucoup plus facilement. Comme ça, s'il y avait des républicains avec des cheveux courts qui étaient capturés, on savait que c'était des parjures, parce qu'à cette époque, il était assez rare d'avoir les cheveux courts. Mais en fait, Bonchamp va être victime de cette mansuétude, puisque au cours donc à la suite de la prise de Fontenay, il y a un républicain à qui il accorde la grâce, et en fait qui va lui tirer dessus, donc il va être grièvement blessé par ce républicain, et il va être en convalescence au château de Landebaudière, sur la commune de la Gaubretière, donc il va passer plusieurs semaines de convalescence. Mais il va très vite revenir après dans l'armée catholique royale. Donc une fois qu'il est remis, il a participé à de nombreux combats, on ne pourrait pas tous les énumérer, mais par son grand sens de la stratégie, il avait été un des premiers à préconiser de passer au nord de la Loire pour rejoindre la chouannerie. Et lui, il avait été contre l'idée d'attaquer Nantes. Il voulait au contraire assiéger la ville pour la couper de toutes ses voies de communication, pour affamer la ville et qu'elle se rende facilement. Or, il n'a pas été écouté. Et donc quand il revient à la suite de sa convalescence, il a participé, il avait un grand rôle, notamment au moment de la bataille de Torfou, en septembre 1793, où l'avant-garde de l'armée de Mayence, qui était la meilleure armée du monde à l'époque, réputée pour être la meilleure armée du monde, donc est vaincue par des paysans en sabots. Et donc Bonchamp va avoir un grand rôle dans cette bataille de Torfou, également à la bataille de Saint-Fulgent, où il va battre les Mayençais. Mais en raison des dissensions entre les chefs, Bonchamp ne réussit pas à obtenir une victoire totale sur les troupes républicaines, qui vont revenir un mois plus tard, lors de la fameuse bataille de Cholet, le 17 octobre 1793. Alors donc on est au début du mois d'octobre 1793, à ce moment-là il y a plusieurs armées républicaines qui convergent vers le pays insurgé. On a les républicains qui viennent du sud, qui viennent de Luçon, on a d'autres qui viennent de Nantes, d'autres qui viennent de Parthenay, Bressuire, donc les Vendéens sont encerclés et on sait qu'il va y avoir une bataille décisive qui va se livrer. Le 15 octobre 1793, les Vendéens sont battus près de Cholet, au combat de la Tremblay, et ils vont évacuer la ville de Cholet. Ils vont décider d'évacuer la ville de Cholet pour se porter vers le nord, pour se porter vers la Loire. Et là, il y a un conseil qui se tient et on décide en fait de retourner à Cholet pour aller combattre l'armée républicaine qui vient de prendre la ville. Et donc les avis sont partagés parce que certains voudraient passer au nord de la Loire. Et donc on va confier au chef vendéen Talmont le fait de s'emparer d'une tête de pont au nord de la Loire sur Varade pour servir de repli en fait, en cas d'échec à Cholet. Le gros de l'armée vendéenne se dirige vers Cholet. À ce moment-là, le généralissime c'est Delbé, mais Bonchamp a un rôle très important, comme on l'a dit, en raison de ses grandes qualités de stratège. Mais le combat de Cholet, dans un premier temps, est une victoire pour les Vendéens. Ils l'emportent, mais ils vont être très vite pris de panique, puisqu'il va y avoir les républicains qui vont reprendre l'offensive et les Vendéens vont croire que c'est une nouvelle armée républicaine qui arrive, puisque les républicains chargent musique en tête, et donc les Vendéens sont effrayés, d'autant plus qu'il y a un des généraux républicains qui s'appelle Marceau, qui prend les Vendéens par surprise en les canonnant. En fait, il dévoile au dernier moment ses batteries d'artillerie, donc il décime les rangs vendéens, puisque la bataille de Cholet, c'est vraiment une grande bataille rangée, c'est pas du tout une guerre d'embuscade, c'est vraiment une grande bataille rangée, et à chaque fois les grandes batailles rangées, c'était défavorable aux Vendéens. Là, il faut penser que dans cette bataille-là, les deux armées, vendéennes et républicaines, étaient en rang serré, marchaient comme deux troupes de ligne, donc c'était défavorable aux Vendéens. Et c'est au cours de ce combat-là qu'on va avoir Delbé qui va être blessé grièvement, et Bonchamp aussi va être grièvement blessé. Et il va être transporté vers la Loire, puisque toute l'armée vendéenne va en retraite vers Saint-Florent-le-Vieil, et tous les Vendéens crient à la Loire, à la Loire. Et donc Bonchamp va être emmené à Saint-Florent-le-Vieil, où l'armée s'est regroupée, et à ce moment-là, l'armée vendéenne, qui est en déroute, a avec elle 5000 prisonniers républicains. Et il y a un conseil qui se tient, auquel Bonchamp ne participe pas, parce qu'il est gravement blessé, il est agonisant, mais il apprend que les chefs vendéens ont pour projet de passer par les armes les 5000 républicains. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de les nourrir, de les transporter, puisqu'à ce moment-là, les Vendéens essaient désespérément de passer la Loire pour échapper aux armées républicaines qui arrivent.
Et Bonchamp, alors qu'il est agonisant, apprend ce projet en fait, de passer par les armes les prisonniers républicains. Et les prisonniers républicains sont enfermés dans l'abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil. Et les pièces de canon des Vendéens sont prêtes pour les passer par les armes. Et Bonchamp, quand il apprend ça, il est horrifié. Et il sait qu'il n'en a plus pour très longtemps. Et il demande à un de ses lieutenants, qui s'appelle Dautichamp, il lui signe un ordre écrit en disant « Mon ami, c'est peut-être le dernier ordre que je vous donne, mais promettez-moi qu'il sera exécuté. » Et donc Bonchamp ordonne que les prisonniers républicains soient graciés. Et donc quand les autres chefs vendéens apprennent cette décision de Bonchamp, Bonchamp a une telle aura, et surtout on sait qu'il est agonisant et qu'il va mourir, et on ne peut pas lui refuser cet ordre. Et donc ensuite Dautichamp se rend auprès des troupes vendéennes et donc hurle grâce aux prisonniers, Bonchamp le veut, Bonchamp l'ordonne. Et les Vendéens donc, acceptent, se soumettent, et donc les 5000 prisonniers républicains sont libérés. Donc la réaction des républicains, comme bien souvent, les républicains vont faire preuve d'ingratitude face à la clémence des Vendéens. À la suite de la libération des 5000 prisonniers républicains, donc ils retrouvent les armées républicaines qui viennent de prendre Saint-Florent-le-Vieil alors que les Vendéens viennent de passer la Loire. Les républicains sont estomaqués, en fait, ne comprennent pas comment les Vendéens. Il faut penser qu'il y avait plus de 80 000 hommes, femmes, enfants, vieillards, blessés qui étaient à Saint-Florent-le-Vieil. Alors ils ont réussi à traverser la Loire de manière in extremis, avec des barges, avec des gabarres. Et ils ont réussi à faire passer des canons, des chariots. Donc il faut imaginer un petit peu toute la cohue de non-combattants, en plus des combattants qui ont réussi à traverser la Loire in extremis. Et quand les généraux républicains apprennent que les Vendéens ont gracié les prisonniers, eh bien, au lieu d'être reconnaissants, au contraire, ça les énerve encore plus. Ça les énerve parce qu'il y a un des représentants en mission qui s'appelle Merlin de Thionville, qui dit qu'il est ignoble que des hommes libres doivent la vie à des esclaves, c'est-à-dire les Vendéens, puisque les Vendéens sont considérés comme des esclaves, puisqu'ils refusent la liberté que la République leur offre généreusement. Donc il dit que c'est ignoble que des hommes libres doivent la vie à des esclaves. Et donc il donne l'ordre à ce que la nouvelle de la grâce des prisonniers ne soit pas connue, ne soit pas répétée dans les journaux. Et il a d'ailleurs cette phrase « Les Vendéens n'ont pas le temps de lire ni d'écrire des journaux, cela s'oubliera donc comme tant d'autres choses ». Donc déjà, il y avait cette idée de propagande et de falsification du passé pour mieux justifier le présent. C'est pas d'hier. Bonchamp donc, a réussi à traverser la Loire, on l'a fait traverser la Loire en brancard. Parce qu'il est sur un brancard, il est alité. Et donc il va être transporté à Varades, et de là, à Varades, il va être transporté dans un petit village de pêcheurs. Il meurt en fait dans une humble maison de pêcheurs. Il meurt donc le 18 octobre, le lendemain de la bataille de Cholet. Il a alors 33 ans, donc c'est un âge qui ne s'invente pas, donc, sachant qu'il a été chrétien jusqu'au bout. Et il a été enterré donc, dans le cimetière de Varades. Alors, il y a cet épisode donc, qui est controversé, où les historiens ne sont pas d'accord, mais les républicains, une fois arrivés de l'autre côté de la Loire, sur la rive nord, eh bien, se seraient rendus au cimetière de Varades et auraient réussi à identifier le corps de Bonchamp qu'ils avaient déterré et l'ont décapité en fait, pour porter sa tête sur une pique. Le personnage de Bonchamp est surtout connu par cette grâce de Saint-Florent-le-Vieil, parce que c'est inimaginable, en fait, ça défie toute logique militaire, alors que les Vendéens sont dans une situation désespérée, alors que toute logique militaire voudrait qu'on exécute les prisonniers qu'on ne peut pas nourrir, qu'on ne peut pas transporter, puisqu'il n'y a déjà pas assez de nourriture pour les combattants vendéens. Eh bien, Bonchamp décide de faire preuve de miséricorde et pose un acte chrétien face à toute la barbarie qu'il y a pendant les guerres de Vendée. Il pose un acte chrétien. Malheureusement, sur le coup, les républicains ne vont pas faire preuve de gratitude face à la grâce de Bonchamp. Mais par contre, sa veuve, donc Marguerite de Bonchamp, qui est très jeune à l'époque, donc qui se retrouve veuve et qui a encore avec elle ses 2 enfants, Hermenée et Zoé de Bonchamp, sa vie est vraiment très intéressante. Elle va écrire des mémoires, elle fait partie de ces mémorialistes vendéennes. Elle a écrit donc les mémoires de la marquise de Bonchamp, que j'encourage vos auditeurs à lire, puisqu'ils sont vraiment édifiants. Et elle participe à la virée de Galéard.
et elle va connaître de très dures épreuves. Elle va perdre petit à petit tous ceux qu'elle aimait. Elle va perdre son jeune fils Hermené, qui va mourir du typhus en fait, au cours de la virée de Galerne. Il faut penser ce que c'était la virée de Galerne. La faim, le froid, la maladie, les républicains. Donc c'était un véritable chemin de croix pour les Vendéens, et la marquise de Bonchamp va participer à cette virée de Galerne. Elle va réussir à survivre avec sa fille Zoé de Bonchamp. En revenant vers la Loire, elles vont être capturées à la fin de l'année 1793 et elles vont être emmenées dans les prisons de Nantes. Donc on peut penser qu'elles vont y passer, sauf qu'elles ne seront pas exécutées. Entre-temps, le sinistre Carrier va être démis de ses fonctions à Nantes. Et alors qu'on arrive dans une période, après Thermidor, une période un peu plus modérée par rapport à tout ce qu'il y avait avant, eh bien, il y a des républicains qui apprennent que la marquise de Bonchamp est enfermée à Nantes. Il va y avoir une pétition qui va être signée, qui va être conduite par un soldat qui s'appelle Ododine, qui était un de ces soldats républicains qui avait été gracié par Bonchamp. Et quand il apprend qu'il y a la veuve de celui à qui il doit la vie, quand il apprend qu'elle est enfermée à Nantes, donc il fait cette pétition et pour exiger la libération de Madame de Bonchamp. Et donc vu qu'à ce moment-là on est arrivé dans une période un peu plus modérée, eh bien, la marquise est libérée avec sa fille. Donc Zoé de Bonchamp, qui est toute jeune à l'époque, qui a une douzaine d'années, comparaît devant le tribunal révolutionnaire. Mais à ce moment-là, on est dans une période plus modérée, comme je l'ai dit, et elle n'est pas consciente de la situation, et elle chante devant le tribunal une chanson royaliste. Malgré tout, en raison de son jeune âge, elle obtient la vie sauve, et avec sa mère, elles sont toutes les deux libérées. Et d'ailleurs, c'est à l'époque de Napoléon que la veuve de Bonchamp et sa fille Zoé, qui est devenue grande, lui sont présentées. Et donc Napoléon avait un immense respect pour les vétérans des guerres de Vendée. Et d'ailleurs, il fustigeait les tièdes et ceux qui ne s'étaient pas engagés dans les guerres de Vendée. Madame de Bonchamp va recevoir une dot pour sa fille, pour le mariage de sa fille. Et parmi les soldats républicains, il faut citer le père de David d'Angers, le célèbre sculpteur. David d'Angers, pour remercier Bonchamp d'avoir laissé la vie à son père, va réaliser une superbe statue de Bonchamp alité qui lève le bras en signe de grâce. Et cette statue, on peut toujours la voir à l'abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite. Vive la France!